Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Odile Baudrier, cofondatrice du Festival des Templiers, le plus ancien trail de France. Dans cet épisode, Odile va nous parler de son parcours, de l'organisation de l'événement, des débuts du trail en France dans les années 90, mais aussi de son engagement pour les femmes et la lutte antidopage. Bienvenue Odile, je suis vraiment ravie de te recevoir. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc je suis, Odile Baudrier, comme tu l'as dit, cofondatrice du festival Oka les Templiers, également journaliste, pendant très longtemps dans le domaine de la course, sur route et de l'athlétisme et également, du trail depuis, 11 ans maintenant, journaliste exclusivement engagée, dans la formation, sur, le dopage et donc active, fervente, antidopeuse antidopage. Voilà. Ouais, c'est intéressant, je vais avoir des questions là-dessus. Et est-ce que tu peux nous raconter, tu vois, ton parcours sportif et professionnel, un peu les deux mélangés? Alors sportif, moi je suis une petite coureuse du dimanche, je suis, madame tout le monde. Je cours plus beaucoup maintenant pour, différentes raisons. J'ai commencé à courir, il y a longtemps maintenant. J'ai fait quelques marathons, un 100 kilomètres. À cette époque, en fait, le trail n'existait pas, donc moi-même je n'ai jamais pratiqué le trail. J'ai fait, des courses classiques comme, Paris-Versailles, voilà, j'ai beaucoup aimé et ensuite après j'ai arrêté, la compétition, mais j'ai toujours continué, à m'entraîner, pour la forme. Je suis vraiment une madame tout le monde qui faisait pas de grosses performances. C'était 4 heures au marathon, voilà, rien d'exceptionnel. J'ai fait un petit peu de triathlon, à tout début, du triathlon, donc ça remonte maintenant, à très longtemps puisque je suis pas toute jeune et professionnellement, en fait, j'ai eu un petit parcours, diversifiée, on va dire, puisque j'ai d'abord été, banquière. J'étais cadre, dans une banque, à la Banque de France pendant plus de 10 ou 12 ans et puis, j'ai démissionné pour, arriver, dans l'univers de la course à pied. D'abord avec ce qui s'appelait, le carnet du bipède, un calendrier guide, puis, les revues qu'on a créées donc avec mon mari, Gilles Bertrand et VO2, VO2 Magazine, VO2 Athlétisme, Endurance, les sites internet qui suivaient et ensuite en 2014, on s'est complètement, retiré, de la presse et là, je suis devenue spécialisée donc dans le dopage et donc dans les années 94-95, on a donc créé, ce qui s'appelait à l'époque, la grande course des Templiers et qui est devenu, ce festival, important, maintenant. Ouais, ça, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette idée est née? Parce qu'il y avait pas de trail en France, en fait, à cette époque. En fait, il y avait des courses de montagne qui étaient plus ou moins longues, mais le concept de trail où aussi il y a le concept de l'autosuffisance et puis le concept de longue distance, sur, les chemins exclusivement, ça n'existait pas. Donc, nous, ça a été inspiré par, notre parcours de journaliste où on a découvert, donc le trail et l'ultra trail aux États-Unis. Parce que Gilles était lui, un coureur de 100 kilomètres passionné par, l'ultra, donc il a découvert, dans les magazines papier de l'époque, puisqu'on n'avait pas internet, ce qu'était, la Western State, le Leadville Trail et donc bien sûr, comme on était très curieux, on a voulu, aller voir et là, on est tombé sous le charme. Après, il a fallu quelques années pour que le projet, se lance vraiment, donc il s'est lancé en 1995 et à ce moment-là, c'est, Gilles qui est toujours, le découvreur, de parcours et cetera. Il a souhaité tracer ce parcours sur le Larzac et après successivement, on a évolué donc du Larzac sur, Millau et les parcours évoluent Causse-Noire et Larzac et ensuite, au fil des années, on a ajouté des distances plus longues et plus courtes, hein, et ça, c'est un petit peu la différence par rapport, au trail américain ou aux États-Unis, c'est surtout des efforts de 100 miles et c'est des distances uniques en général dans les événements, américains. Et par rapport justement aux épreuves américaines, donc il y a cette différence, déjà, mais est-ce que déjà à l'époque aussi vous avez adapté quelque part, tu vois, au contexte français? Est-ce que vous avez conservé certaines choses, enlevé d'autres choses? Oui, on a adapté d'abord sur la distance parce que c'est vrai que la première idée, c'était bien sûr de créer un 100 miles, mais on s'est rendu compte que 160 kilomètres sur chemin à l'époque, c'était trop important. Donc on a décidé, de faire sur, 65 kilomètres, c'est-à-dire 50 miles, la moitié
et donc ça, on l'a adapté. Après, on a adapté aussi le fait que sur, les épreuves, qu'on a créées, il y a pas le système du pacer, qui est le système, américain où à partir d'un certain moment, les gens peuvent être accompagnés par, quelqu'un qui court avec eux, donc ce qui permet quand même une sécurisation plus importante. Et ensuite, on a conservé le système de l'autonomie, donc avec des surtout des ravitaillements, très espacés, puisqu'à l'époque, la réglementation qui s'appliquait, sur la course sur route, c'était la réglementation fédérale et là, il y avait une obligation de ravitaillement, tous les 5 kilomètres. Donc là, on s'est complètement démarqué de ça puisque de suite, on est parti sur un ravitaillement tous les 20 kilomètres. Donc ça en faisait 3 et donc voilà, c'était les différences, essentielles. Après, l'esprit, voilà, on a essayé de l'insuffler, mais bien sûr, on n'est pas aux États-Unis. Ce que Gilles a tout le temps essayé de faire, c'est, d'avoir des parcours, aventureux et aussi, qu'il y ait une certaine logique dans l'évolution pour aller d'un point à un autre, un peu comme aux États-Unis où, les parcours se font souvent, d'un point à un autre. Ouais, d'accord. Et est-ce que les coureurs ont directement accroché avec cette nouvelle pratique? Parce que du coup, c'était un peu différent par rapport à ce qui se faisait. Est-ce que vous avez eu des bons retours, au début comme ça? Oui, en fait, le succès, il a été immédiat. Bien sûr, on n'aurait jamais pu penser que ça deviendrait ce que c'est maintenant, mais quand même, le succès, il a été immédiat parce que l'épreuve, on l'a simplement créée au mois d'avril et on avait pris une date fin octobre qui est toujours demeurée notre date. Et en fait, en l'espace de quelques mois, uniquement avec la pub papier du magazine VO2, donc qu'on avait à l'époque, il n'y avait pas les communications par les réseaux, il n'y avait pas les pubs Internet, il n'y avait pas les sites, hein. On distribuait des fly papier. Voilà, c'est vraiment une autre époque à ce niveau-là. Et en fait, en quelques mois, on avait quand même plus de 500 personnes. On a trouvé que c'était quand même énorme parce que les gens, ils savaient pas du tout dans quoi ils se lançaient. D'ailleurs, on peut encore, sourire en entendant Patrick Renard, donc qui a été le premier vainqueur, raconter qu'un copain lui a dit: «Va t'inscrire du côté de Millau, il y a un grand cross». Voilà, donc pour lui, il venait faire un grand cross. Bon, quelque part, c'est pas tout à fait faux, mais il a été, super étonné et il faut prendre en compte aussi qu'à l'époque, ben, on n'avait pas, les montres GPS, on n'avait pas les classements intermédiaires. Les gens évoluaient vraiment, dans l'inconnu. Nous-mêmes, on évoluait dans l'inconnu, avec eux. On ne savait pas du tout, où ils étaient, à quelle heure ils allaient arriver. Les prévisions horaires étaient complètement enfoncées parce qu'ils couraient beaucoup plus lentement que ce qui avait été prévu et donc on a attendu longtemps sur la ligne d'arrivée d'avoir le premier. Et c'est vrai que c'était assez fascinant finalement, mais on a senti de suite, il y avait un engouement et l'engouement, en fait, au début, on l'a plutôt freiné parce qu'au début, nous, on voulait pas que l'épreuve grossisse trop vite, on voulait être capable de gérer sa progression et donc on limitait tous les ans, le nombre de coureurs et puis progressivement on s'est structuré et on a eu une autre conception d'étaler sur plusieurs jours. Mais vraiment au début on a été surpris, mais je pense que les gens étaient vraiment prêts pour, cette discipline. Voilà, ils étaient mûrs et l'engouement était là. Ouais, c'est incroyable, vous êtes vraiment arrivés au bon moment et ça a pris tout de suite, quoi. Et comment enfin, quand déjà et comment est-ce que vous avez pourquoi, pardon, vous avez décidé d'introduire d'autres formats? Donc tu disais maintenant, donc ça dure plusieurs jours, vous avez plein de courses, enfin vraiment il y a énormément de courses différentes avec des formats plus courts, plus longs. Quelle a été l'origine de cette décision? Alors la première épreuve qu'on a ajoutée, en fait, c'était un ultra parce que Gilles avait toujours rêvé, de faire un ultra. On a ajouté une fois un 100 kilomètres. Qu'on n'a pas renouvelé après immédiatement et en fait, l'épreuve qui nous a amené à ouvrir à plus de distance, ça a été la Templière, l'épreuve qu'on a réservée donc, pour les femmes, parce que j'avais analysé que, à l'époque, les femmes couraient quand même beaucoup moins que maintenant. Elles avaient du mal à courir, sur du long et donc finalement, en proposant une distance de 65 ou 70 kilomètres, c'était messieurs qui couraient, mesdames qui regardaient et ça me déplaisait, quoi et donc du coup, je me suis dit: «Ben, on pourrait faire, une course pour les femmes». Bon, moi, j'avais participé à des épreuves, strictement féminines. À La Rochelle, j'avais couru, par exemple, à Casablanca, donc sur des 5, des kilomètres. On voyait que c'était quand même des épreuves légitimes qui amenaient les femmes aussi à participer et on s'est dit: «Pourquoi pas un trail?» Bon, au début, ça a été vraiment la levée de bouclier contre cette idée. Bien sûr, des hommes qui certains nous ont écrit que c'était, on les ostracisait, on les excluait puisqu'ils n'avaient pas le droit d'y participer et donc après, c'est vrai que ça a fait son cheminement. On s'est rendu compte que, aussi, il y a des hommes qui peuvent pas courir 70 kilomètres. Donc voilà, c'est venu d'un gendarme qui dit à Gilles: «C'est bien beau votre épreuve, mais bon, c'est long, quoi. Moi, 20 kilomètres, ça m'irait». Donc on a ajouté la
VO2. Puis après, on s'est dit: «Il faut pas se freiner, en fait, il en faut pour tous les formats», pour créer aussi, l'esprit festival, c'est-à-dire l'esprit, de groupe, l'esprit familial, l'esprit où on vient avec des groupes informels ou des clubs et ça, c'est vraiment, ce qui s'est renforcé au fil des années et le fait d'avoir des distances sur 3 jours, ça permet aussi, par exemple, les épreuves du vendredi permettent à des gens qui travaillent le week-end et il y en a beaucoup finalement, de pouvoir quand même participer, à leur façon, à un événement. Donc finalement, ça s'est mis en place progressivement. Parfois, c'était l'envie, de faire découvrir, un autre bout, du Larzac ou d'envie d'une épreuve plus intimiste comme la Bofi 50 qui est une épreuve de petite taille. Voilà, c'était l'envie aussi de créer des atmosphères différentes selon les épreuves et des parcours très différents parce qu'il y a des parcours qui sont communs, mais d'autres sont vraiment à part, comme la Dourbiformie, la petite dernière qui a été créée il y a 3 ans. Elle emprunte vraiment des parcours différents, des autres, épreuves. Donc il y avait un souci de faire découvrir notre environnement naturel, quoi, qui nous plaît beaucoup. Ah oui, c'est chouette, c'est vraiment pas qu'une question de distance, en fait. Il y a aussi les ambiances, les parcours. Oui, voilà. Et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a alors pas, sur les Templiers spécifiquement, mais dans le trail en général, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours c'est toujours plus long, en fait. Il y a toujours des formats plus longs qui sont créés. Je sais pas trop où ça va s'arrêter. Quel, regard est-ce que tu portes, toi, là-dessus? Est-ce que déjà c'est juste une impression que j'ai ou est-ce que tu Non, tu as c'est vois ça vrai, on aussi? oui, oui, bien sûr, on voit des distances qu'on n'aurait même jamais pu imaginer il y a encore, 5-10 ans, voire proposer des 400 kilomètres, 300 kilomètres. C'est vrai qu'il y a une course à la démesure, qui personnellement me perturbe énormément, à beaucoup de niveaux. Voilà, je comprends, l'effort, le dépassement de soi puisque bon, je l'ai vécu et puis je c'est vraiment quelque chose de légitime dans notre vie actuelle de vouloir se dépasser et de faire plus de distance. Par exemple, moi, quand j'ai fait un 100 kilomètres, voilà, j'y ai pensé pendant 8 ou 9 mois, je me suis préparée, c'était vraiment un objectif. Mais je pense qu'il y a des objectifs qui sont surhumains et le problème aussi, c'est que ce côté, surhumain, il devient un petit peu la norme et donc les efforts courts, hein, ils paraissent, sans valeur, en fait, quelque part, par rapport à ces efforts longs. Or, ben, on est quand même dans de la course à pied, donc c'est le corps qui encaisse et physiologiquement, ben, on sait très bien que les efforts, qui tapent beaucoup, bah, ça endommage quand même le corps. Alors il y a des gens qui n'auront jamais de dommages, mais il y en a beaucoup qui en ont. Bon, nous qui sommes vraiment des anciens de la course à pied avec Gilles, on a vu des générations, vraiment, s'abîmer, avoir, des problèmes de hanches, des problèmes de genoux et c'est vrai que la mesure, elle est perdue, en fait et je pense qu'il faut vraiment une prise de conscience que voilà, ça va être peut-être un petit moment de sa vie, certes, mais bon, on va pas imaginer, payer avec ses hanches pendant tout le temps après parce que on devra mettre des prothèses parce qu'on les a abîmées. On voit quand même des gens qui se sont mis des prothèses, même parfois jeunes et qui recourent sur des distances très longues. Il y a un côté jusqu'au boutiste qui est gênant parce que c'est son corps à soi qui va payer la note et on n'en a qu'un et on n'a que 2 genoux, on n'a que 2 hanches, donc je trouve que c'est dommage. Donc là, il y a un côté un peu, bien sûr psychologique, de savoir, pourquoi s'infliger, autant sans se limiter. Mais je pense aussi que la sollicitation, elle est tellement importante que c'est très, très dur de se limiter. Mais bon, voilà, il faut essayer de le faire. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. On va parler maintenant de la place des femmes. Donc tu l'as évoqué un petit peu, tu avais lancé donc cette course, la Templière. Pourquoi est-ce que c'était vraiment un sujet important pour toi d'avoir plus de femmes? Bah, parce que je suis une femme, je cours et j'ai vu aussi d'abord les bienfaits que la course à pied, apporte à la vie de tout le monde et des femmes en particulier. C'est ce moment où on est dans sa bulle, où on court que pour soi-même, on est voilà, on pense qu'à soi, on pense plus, à tout et donc ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit. Donc ça, cet effet bénéfique, je l'avais noté pour moi et je voyais qu'autour de moi, les femmes que je voyais qui se mettaient à courir, c'était pareil. Et je pense que c'est quand même, important que les femmes investissent tous les domaines. Alors ça va être pour moi le professionnel, mais ça va être aussi le sportif. Je pense qu'il faut là après par contre pour moi, c'est nos limites, en fait. Il faut que voilà, pour moi, il y a pas de différence à avoir. Donc c'était important, que les femmes puissent être présentes, dans le monde du trail ou dans le monde de la course à pied en général. Bon, c'est vrai qu'on est allé souvent aux États-Unis dans les années, où on avait VO2. On voyait que la participation féminine aux États-Unis progressait énormément sur, les marathons et d'ailleurs beaucoup d'épreuves maintenant sont plus qu'en parité sur le marathon et on se disait, «Ben, voilà, ça n'arrivera pas en France.
comment faire pour y arriver. Donc c'est pour ça aussi que ça me motivait. Après moi, en tant que journaliste, j'avais créé dans le magazine VO2, des rubriques d'entraînement et de conseils exclusivement au féminin. J'ai aussi écrit, 2 livres sur, des conseils pour, les femmes qui courent, hein, pour aussi débuter dans la course à pied. Ouais, j'étais vraiment dans la démarche d'accompagner, les femmes parce que c'est aussi spécifique pour les femmes de courir par rapport, aux problèmes hormonaux et cetera. Donc il y a quand même des précautions à prendre, aussi avec les problèmes de dérèglement alimentaire qui peuvent, s'ensuivre. Donc tous ces sujets-là, j'ai pratiqué, dans le magazine VO2 pendant très, très longtemps, dans la rubrique que j'avais créée et ensuite après, voilà, ça me plaisait aussi que dans le monde de la course à pied, des événements, il y a des événements, pour les femmes. Je trouvais que c'était positif. Ah, je ne peux qu'approuver. Et qu'est-ce que tu fais, pour, essayer d'attirer les coureuses aux Templiers sur les différentes épreuves? Ben, en fait, l'idée de départ, c'était la templière et je pense que ça a donné un ton, en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait une épreuve qu'on pouvait faire où il y avait, que des femmes qui couraient. Après, beh, ces femmes, ça leur a servi, de marchepied. En fait, c'est aussi, la conception du festival avec toute cette palette de distances. Elle a permis à des femmes de démarrer sur la templière, puis l'année d'après, elles se sont dit: «Bah, tiens, je pourrais faire la VO2, c'est 18 kilomètres». Et puis après, un peu plus long, on a des femmes qui sont arrivées comme ça à l'ultra. Voilà, c'est un peu l'exemple, en fait, l'exemple. Après, je pense que ça, c'est vraiment vraiment important. Bon, nous, sur, les aspects, parité pour l'élite, bon, on a introduit les primes, donc ça doit faire plus de 10 ans maintenant. On a fait immédiatement la parité, ça ne serait même pas venu à l'idée de faire, une différence. Ça aussi, je pense que ça compte parce qu'on s'est aperçu que on a eu toujours des très beaux plateaux féminins, parfois même supérieurs au plateau, masculin. On a eu souvent des très, très grandes bagarres en tête de course. Donc toutes ces femmes, elles représentent quand même des exemples pour, les femmes, entre guillemets «normales» que nous sommes et qui donnent envie aussi, par, voilà, par, la façon dont elles s'engagent dans leur sport. Ça donne aussi envie à d'autres femmes de s'engager. Oui, complètement. Et avec le recul, parce que maintenant tu as quand même pas mal de recul, qu'est-ce qui fonctionne le mieux en général, tu penses, pour, féminiser en fait, la course à pied, enfin et le trail, bien sûr? Je pense que c'est justement le fait de pouvoir proposer des distances courtes parce que malgré tout, on le voit encore cette année, sur nos statistiques, plus on avance en distance, moins il y a de femmes. La raison majeure, je pense qu'elle est quand même sociétale, c'est-à-dire qu'en règle générale, les femmes disposent de moins de temps pour, s'entraîner parce qu'elles ont en général la charge de leur foyer et souvent de leurs enfants et puis même la charge mentale, mais la charge aussi matérielle. Donc bien entendu, elles ont moins de temps pour être disponibles pour, l'entraînement. Donc c'est vrai que là, il reste encore un cap à passer et je pense que ce sera difficile. Enfin, à mon avis, je crois pas que je verrai le moment où au Templiers, Grand Trail des 80 kilomètres, on a parité homme-femme. Voilà. Par contre, on a pu voir que sur les distances du marathon, ben, on a, un marathon au moins où il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça, c'est pour moi, c'est extrêmement, positif. Mais je pense que voilà, le nerf de la guerre, c'est le problème sociétal autour du statut de la femme, de leur manque de disponibilité et de leur engagement, hors norme, hein, dans leur travail, dans leur famille aussi. Ouais, tout à fait. Bah, j'allais te demander justement, tu vois, s'il y avait encore, enfin, si tu voyais des freins, donc évidemment ce frein-là, c'est un frein énorme, toute cette charge, Je suis mentale et en pas mentale. voilà, je suis quand même surprise encore de voir, dans des couples, jeunes qu'il y a vraiment pas, égalité, dans les charges, quoi. C'est ça me surprend énormément. Bon, moi, je suis pas toute jeune, j'ai été féministe de la première heure et je pensais vraiment que ce problème, il allait être très vite réglé, quoi. Que très vite, on allait avoir une égalité, au foyer. Mais bon, visiblement, 50 ans plus tard, on va dire, je constate que c'est pas le cas et je me demande parfois même s'il y a pas une régression par rapport à un moment où, il y avait quand même un engagement plus important des hommes. Donc c'est vrai que les relations hommes-femmes apparaissent de plus en plus compliquées dans les couples, donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a pas l'égalité et ça, c'est quand même un frein, très important. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est un frein énorme. C'est vrai qu'on a Mmh. l'impression que ça a pas tant que ça bougé. C'est J'avais vu une obligé. étude il y a pas très longtemps qui montrait que par rapport à il y a quelques années, finalement les chiffres de la répartition des tâches ménagères au sein du couple étaient toujours les mêmes en fait, ça avait pas changé, mais par contre que les hommes communiquaient plus sur le fait qu'ils en faisaient plus. Donc c'était assez étonnant, il y avait
grosse différence entre la partie com et la partie réalité donc bon, c'est pas encore gagné. Non. Et est-ce qu'il y a, tu vois, des leviers où tu penses qu'il faudrait activer pour accélérer cette parité, pour le trail donc, soit côté organisateur, mais aussi côté marque, côté média? Est-ce que tu aurais des idées de choses à mettre en place? Alors nous, en tant qu'organisateurs, on a créé l'année dernière ce qu'on appelle le Templier Social Club. Donc c'est un programme d'entraînement, en fait, qui accompagne des personnes qui sont éloignées de la pratique course à pied, pour les préparer, pour, courir, l'une de nos distances courtes. Et cette année, le programme, on l'a recentré justement à destination des femmes, pour, les inciter à courir, la Templière. Donc on a mis un programme avec, une coach, spécialisée en course à pied sur, 10 séances d'entraînement. Donc ça, on l'a repris, cette année dans ce sens-là. Donc là, c'est un programme qui va concerner à peu près une vingtaine de femmes, donc c'est pas beaucoup, pour différentes raisons, je l'ai réamorcé, tard et je pense que ça, ce sera notre credo, des années futures. Là, on a travaillé donc sur ce programme sur, 2 groupes. Donc c'est un groupe, d'aide ménagères. Ce sont des femmes qui sont en fait, éloignées de la pratique sportive. C'est des femmes aussi qui ont souvent des petits salaires et qui ont pas de disponibilité. Donc là, on a réussi à constituer un groupe de 8-9 et après on a un autre groupe, qui est un groupe de migrantes qui sont en attente de régularisation de papiers, qui sont dans un centre d'hébergement à côté de Millau. Là aussi, on a un groupe de 8-9. Voilà et ça, je pense que dans l'avenir, moi, ce sera vraiment mon credo, en particulier, à destination de ce que j'appelle les invisibles, c'est-à-dire, les aides ménagères, les infirmières, tous ces gens, en fait, qui font vivre tout un secteur de notre vie, sociale et santé et qui sont dans l'ombre, en fait. On les voit pas, on les écoute pas, on les regarde pas et voilà, c'est pour moi, j'ai à cœur, de les accompagner et je trouve que là, sur, le premier groupe qu'on a pu constituer, ça a été fait vite, mais il y a eu une bonne réactivité. Elles sont motivées, dans leur entraînement, souvent avec parfois certaines ont des problèmes de surpoids, donc elles ont compris que ça pouvait les épauler et ça, je pense que c'est vraiment important pour nous, en tant qu'organisateurs, d'impulser ça. C'est quelque chose qui peut se dupliquer, partout en France, en fait et après, c'est pareil pour les marques, c'est-à-dire qu'il faut des programmes spécifiques parce que malheureusement, les femmes ont encore un statut spécifique et sont pas encore à l'égalité. Donc après, il y en a plein pour lesquels il y a rien à faire parce qu'elles sont dans des groupes, avec des hommes d'entraînement, dans des clubs, dans des groupes informels. Mais il y en a où, il faut passer un cap et pour passer le cap, il faut les accompagner, à l'entraînement pour qu'elles prennent confiance en elles et se rendre compte qu'elles sont capables de faire et après je suis sûre qu'avec l'ambiance, la motivation, elles monteront en gamme. Après voilà, l'objectif, c'est pas que toutes les femmes fassent des 5 kilomètres. L'objectif, c'est qu'elles fassent du sport et qu'elles aient envie de se retrouver, entre elles et donc là, il faut un engagement, global. Pour moi, il faut un engagement global. Ouais, effectivement, ouais, ouais, je suis complètement d'accord et sur le côté organisation, donc maintenant d'un tel De événement, l'éve donc j'imagine que c'est bien complexe, surtout vu le nombre d'épreuves qu'il y a. Quelles sont les principales contraintes, en fait, d'organisation d'un événement comme les Templiers? Il y en a beaucoup. Bon, après, il y a les premières contraintes, c'est les contraintes administratives. Bon, là, on a eu notre réunion, à la préfecture, de l'Aveyron, lundi. Voilà, c'est vraiment un grand oral où on doit démontrer, tous les moyens qui sont mis en œuvre, tant sur le plan, sécurité, mise en place de parking, mise en place de plans de circulation pour, aussi diminuer, le trafic, voiture. On a également tous les respects, de contraintes environnementales puisque, un événement comme celui-ci, ça s'inscrit dans un cadre qui est bien fixé. Donc, c'est l'ONF, c'est la LPO, c'est le parc des Grands Causses, le parc des Cévennes. Voilà, tout le monde doit donner, un avis. Donc ça, c'est des contraintes qui sont fortes et après il y a beaucoup de contraintes techniques puisque on est sur, du plein air, on est sur la pleine nature. Donc, il faut installer, beaucoup de structures de tentes. Donc ça impose aussi, une gestion de beaucoup, de prestataires. Je dirais que c'est surtout ça, c'est, la technique et puis après, constamment, travailler en lien avec les habitants locaux pour que, ils se sentent pas exclus, par l'événement, que la taille de l'événement, ne semble pas les dépasser. Donc il faut les associer. Donc bon, nous, sur ce plan, on a un travail de longue haleine. Bon, d'abord, on a beaucoup de bénévoles engagés, localement dans différentes associations. Donc ça fait plus de 1000 personnes. Donc évidemment, c'est un terreau, très important de liens parce qu'il y a beaucoup de jeunes, donc les familles, bon, sont favorablement, influencées, on va dire, en direction des Templiers et après
après, le relationnel sur site, donc plateau du Larzac, les chasseurs, voilà. Tous les documents de la pleine nature, on la partage en fait, la nature. Il faut le prendre en compte, donc rencontrer ces gens-là, faire un relationnel, prendre en compte leurs contraintes, pas se dire qu'il y a que les trailers qui doivent avoir accès, au chemin. Respecter les propriétés privées aussi, les droits de passage, voilà, tout ça, c'est ce qui permet d'avoir, une sérénité. Ça a pas toujours été facile, hein, parce que c'est vrai aussi que parfois il y avait des zones, exceptionnelles sur le parcours où voilà, il y a eu des difficultés, relationnelles, ça nous a amenés à y renoncer. Donc parfois pour Gilles qui trace les parcours, c'était difficile. Mais bon, finalement, voilà, on est gagnant, et ça, c'est des contraintes qu'on vit au quotidien et dans l'avenir, ce sera de plus en plus les contraintes prioritaires, ce sera l'environnement, le respect de l'environnement, prendre des décisions, qui sont cohérentes par rapport à ces choix-là. Donc c'est en fait tous les jours qu'il faut se poser les bonnes questions et prendre la bonne décision, pour être dans l'axe qu'on s'est fixé à ce niveau-là. Ouais, c'est loin d'être facile. Et est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose en particulier sur ce territoire qu'est l'Aveyron qui a aidé, en fait, déjà à la naissance, mais aussi à la longévité de ce trail? Ah, c'est vrai que c'est la question qu'on se pose souvent parce que, voilà, on n'a pas le Mont Blanc et on a juste une petite montagnette de rien du tout, la Puncho, qui fait, rien du tout comme altitude. Mais en fait, finalement, pour des urbains, évoluer, sur des parcours, comme les nôtres, c'est particulièrement authentique, en fait, parce qu'on traverse, des zones qui sont très sauvages, hein, qui sont pas du tout habitées. Après, on traverse aussi, des hameaux, des villages qui sont des beaux villages et des villages causenards, qui sont plus ou moins habités, des fermes qui sont belles. Donc il y a une authenticité, je pense, qui est vraiment, qui a marqué les esprits au fil des années et qui fait que les gens, ont eu envie de venir et de revenir. Et après, on a des parcours, qui sont, à la fois roulants et techniques, en fait. Donc finalement, je pense que c'est notre environnement naturel, les points de vue, les falaises, les grottes, toutes ces choses-là qui ont fait que on a su, attirer les gens et leur donner envie, de venir, hein, sans avoir au départ quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est l'atmosphère, en fait, je pense, des Causses qui, retentit, sur, les épreuves. C'est de ça donne très envie. Et si tu devais garder une seule chose de l'ADN des Templiers pour les dizaines d'années à venir, qu'est-ce que ce serait? Heu, une seule chose que tu m'avais dit. Alors, je dirais peut-être le départ du dimanche matin. Parce que c'est vrai que c'est, l'aboutissement, de beaucoup de mois de préparation, pour les runners, beaucoup de mois de préparation pour l'organisation. Je trouve que c'est le moment où on est le plus en symbiose parce qu'il y a ce moment qui est dans la nuit, il y a le discours, il y a les musiques et là, c'est vraiment le moment où c'est le plus, fusionnel et je pense que ça, c'est resté à travers les années, en fait, puisqu'on n'a pas toujours eu les mêmes lieux de départ, puisqu'on a changé de village à 3 reprises et physiquement non plus sur Millau, on n'a pas eu toujours le même lieu de départ. Mais finalement, ce moment-là, qui dure quelques minutes, il est, c'est une symbiose, en fait. C'est une symbiose entre tout le monde. C'est fugitif, mais bon, on se sent unis dans le même projet et dans la même chose, en fait et ça, c'est quand même assez unique, en fait, ce moment où, il y a plus de bruit, tout le monde est là, attends, voilà, je pense que c'est ça que je retiendrai parce que ça veut dire aussi que quand il est donné ce départ, on a fait un peu l'union sacrée, entre tout le monde, en fait, entre, tous les gens qu'il faut réunir pour que ça fonctionne, mais il en faut beaucoup et en fait, quand on a réussi à faire que ce gros bateau, il est prêt à démarrer, ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé, on a réglé beaucoup de problématiques, on a beaucoup donné envie donc c'est pour moi, c'est le moment le plus authentique, en fait. Oui, c'est chouette, ça veut dire aussi que tu es encore, ému quand même à ce moment-là, Ah oui, alors que ça toujours, fait hein. des années que tu le Toujours, vis, quoi. toujours les larmes, C'est trop bien. toujours les larmes. Et donc le trail, ça s'est beaucoup développé en général et du coup, tout autour, il y a aussi tout le business du trail qui s'est développé. Quel regard, tu portes là-dessus?
Ah bah, elle est mitigée, hein, bien sûr, on aurait peut-être aimé que le trail reste, authentique, sans business et cetera. Mais bon, nous, on y a participé au business aussi, donc je pense que c'est une évolution, bon, obligatoire et logique aussi, qui permet aussi, de bâtir des belles choses, qui permet aussi, par exemple pour nous, d'avoir eu des budgets qui ont augmenté au fil des années. Et on n'est plus seulement à l'époque où, bah, c'était vraiment, on va dire, l'huile de coude, hein, donc il y avait pas beaucoup de ressources. On essayait toujours de faire du mieux et c'est vrai que quand on a une aisance financière plus importante sur son budget, bah, c'est satisfaisant. On peut faire des choix qui permettent aussi d'avantager les coureurs, d'apporter, des touches différentes. Après, je pense qu'il est inéluctable. Ce qui est vrai que ce qu'on aimerait, c'est que ce business, il soit un peu plus vertueux. C'est-à-dire que, beh, là aussi, il y a une prise de conscience qu'il faut que tout le monde s'engage dans la même direction, celle, ben, d'un meilleur respect, de l'environnement. Et donc, beh, peut-être essayer de freiner une surconsommation, une suraugmentation, des prix, des produits. Est-ce que c'est Je pense que c'est certainement un vœu pieux, mais c'est vrai que c'est ce qu'on aimerait, que les marques aussi s'engagent de façon, plus forte à ce niveau-là, avec le respect de chartes, de choses comme ça qui nous donneraient, une vision, plus positive aussi, du business. Après dans le business, il y a plein de choses qui sont, bah, géniales, hein, il faut le reconnaître. Il y a des évolutions, qui ont été, super. Et après il y a des choses, voilà, où on sent que c'est du consumérisme. Donc après, c'est comme dans la vraie vie, en fait, hein, c'est à chacun de fixer, sa limite. Moi, pour moi, le business, il est pas sale, il est bénéfique puisque, bah, il permet aussi à beaucoup de gens, d'en vivre et de travailler dans un domaine qu'ils aiment. Après voilà, c'est essayer de mettre des garde-fous, comme nous on essaye de mettre des garde-fous et c'est pas toujours facile, mais c'est vrai qu'il faut s'y efforcer et je pense que surtout, il faut s'engager plus résolument, sur, le respect de certains principes, d'éthique, en fait. Ouais, comme toujours, c'est vraiment une question d'équilibre, Oui. comme sur pas mal de sujets. Et sur la aussi on en a parlé un petit peu en intro, tu es très engagé contre pour la lutte, antidopage. Quelles sont les principales problématiques qui sont rencontrées dans le trail aujourd'hui, là-dessus? Ben déjà, comme on en a parlé, c'est un petit peu le problème de la longueur des efforts et de l'accumulation d'efforts, qui peut faire que les gens, pour pouvoir supporter, la charge de ce qu'ils se sont fixés comme objectif, ne voulant pas renoncer à leur objectif, même si le corps, il flanche un peu, bah, ils soient tentés, d'utiliser des produits, illicites pour certains et puis après ce qu'on appelle legal doping aussi, pour d'autres et qui peuvent aussi provoquer, des dégâts sur le corps. C'est un petit peu toujours pareil, l'excès en fait, l'excès d'objectifs, l'excès de kilomètres à faire, les douleurs qui apparaissent et pour, ne pas les respecter, pour les faire oublier plutôt, ben, on prend, ce qu'il faut pas prendre et en fait, on sait aussi que les efforts d'endurance comme, le trail, comme tout effort, même le marathon, ce sont des disciplines qui sont plus sujettes au dopage parce que, le dopage aussi, il est efficace pour ces disciplines-là, puisqu'il permet de tenir, plus longtemps. Donc c'est là le fait est que le trail est une discipline exposée. Ça a été parfaitement, présenté, il y a quelques jours par, Jérémy Roubin de la FLD. On le sait, on le constate. Donc il faut mettre en place, des garde-fous pour, essayer de contenir aussi, les déviances. Et en fait, c'est une problématique qu'on rencontre, chez des élites, mais aussi chez des amateurs qui en soi n'ont rien à «gagner», tu vois? Entre guillemets, qui de toute façon, ils sont en milieu de peloton, ils sont en milieu de peloton, mais ils vont quand même, prendre, je sais pas, des anti-inflammatoires, pour les Après, aider, quoi. tout à fait, c'est un problème général, Christophe Basson le rappelait aussi, il faut pas oublier, l'aspect de la caféine, qui était un produit interdit il y a pas si longtemps sur la liste des produits dopants. Bon, ça a été retiré de la liste, mais maintenant il y a un usage très, très important, de la caféine puisque on en retrouve, bah, dans le café bien sûr, mais on en retrouve dans les gels, on en retrouve dans des comprimés et pour tenir éveillé aussi, parce qu'il y a ce problème-là aussi parfois sur les ultras quand il faut rester, 2 nuits debout, c'est pas quand même banal. Dans la vraie vie, bah, on n'y arriverait pas. Donc la motivation, elle est là. C'est vrai qu'on peut dormir peu de temps, mais c'est vrai que la caféine, c'est aussi destructeur pour, l'organisme. Il y a beaucoup de produits, en fait et après toujours pareil, c'est le dosage. Bon, moi, j'adore le café, donc voilà, je jetterai pas la pierre à quelqu'un de boire du café, mais par contre, c'est le problème du dosage. Si tu ajoutes ça, plus ça, plus ça,
Les anti-inflammatoires, c'est pareil. On a des gens maintenant, qui utilisent des anti-inflammatoires, de façon très importante. C'est quand même un médicament qui maintenant, tous les pharmaciens, quand on vous le délivre sur ordonnance, vous incitent à prendre des précautions pour le prendre. Donc on comprend bien que c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser, en parallèle d'un effort long. On sait que c'est mauvais pour les reins. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience, à ce niveau-là. Donc voilà, j'essaie de jouer ce rôle de prise de conscience de façon plus ou moins, à droite puisque on a vu l'année dernière, ça avait provoqué quelques polémiques. Mais enfin, en tout cas, moi je suis engagée dans l'antidopage et aussi, beaucoup par rapport à la santé. Bien sûr, c'est l'éthique sportive parce que voilà, les gens, qui trichent, bah, ils volent des places à certaines personnes, ils volent des palmarès, ils volent de l'argent, ils volent des contrats, voilà, ils volent beaucoup de choses. Ils volent une notoriété médiatique aussi. Donc ça, c'est nocif. Mais après, je pense que le problème majeur, c'est la santé. Et il faut quand même aussi inciter les sportifs à se limiter, dans leur utilisation parce que voilà, c'est pas parce que cette fois-là, ils pourront pas courir parce ils ont mal, ils ont quelque chose que il faudra que leur vie s'arrête, en fait. C'est aussi prendre du recul par rapport à sa pratique parce que aussi dans le problème du sport de haut niveau, il y a quand même beaucoup maintenant la santé mentale. On le voit de plus en plus, beaucoup témoignent sur le fait qu'ils ont eu, des problèmes de dépression, des problèmes de burn-out. Donc on entend beaucoup de sportifs en parler maintenant dans toutes sortes de sports et c'est vrai que des fois ça serre le cœur de se dire que quand même le mec il a voulu, faire les JO et en fait il a fait, 2 ans de dépression derrière, à être interné, c'est effrayant, quoi. Donc c'est vrai que voilà, j'essaye de jouer un petit rôle, de garde-fou, à ma petite mesure. Ouais, c'est mais ce qui est déjà, importante et qu'est-ce qui, à ton avis, serait le plus efficace? Est-ce qu'il y a pas assez de prévention? Est-ce qu'il faut du coup plus éduquer les gens, en fait, autour de ça? Ou est-ce qu'il faut juste, enfin le la technique gendarme, plus de contrôle? Il faut les 2 en fait. Je pense qu'il faut les 2. Je pense qu'il faut les contrôles parce que, bah, surtout pour la tête de course, bien sûr. Alors c'est vrai que les contrôles en compétition, bah, ils sont décriés parce que normalement, si quelqu'un a un protocole vraiment affiné de dopage, bah, il va pas tomber au moment d'un contrôle. Certes, c'est vrai, mais en fait, on s'aperçoit que tous les jours, il y en a quand même qui sont pris, lors des compétitions. Après, il faut des contrôles hors compétition, ça c'est sûr aussi, c'est quand même beaucoup plus complexe à mener. Et puis je pense qu'effectivement, il faut un travail éducatif et puis c'est comme pour tout, c'est pas la peine de mettre ça sous le tapis en se disant que ça va passer. Non, ça va pas passer, ça va pas s'arranger. Il faut en parler ouvertement et montrer aussi, qu'il y a d'autres alternatives, qu'il y a des gens qui s'opposent parce qu'en fait, si personne n'en parle, ben, on a l'impression que c'est commun, c'est normal. C'est comme beaucoup d'autres sujets sociétaux. Si on n'en parle pas, ben, on se dit que ça existe pas et les personnes qui peut-être auraient des réticences, bah, finalement, pourquoi elles en ont? Puisqu'ils auront l'impression que tout le monde fait ça, en fait. Donc il faut vraiment qu'il y ait des voix dissonantes qui se forment, qui de tous les côtés, des coureurs, bah, de la part des marques, des team managers et des organisateurs aussi et de la presse aussi, il faut qu'il y ait des voix qui s'opposent et qui montrent que, ben non, c'est pas bon pour votre santé, c'est pas bon pour l'éthique. Rappeler des principes, moraux, quoi et ça, c'est un travail, de longue haleine et sans relâche et malheureusement, c'est un puits sans fond puisqu'en fait, voilà, mais il faut quand même le faire. Ouais, ça prend du temps et mais après, enfin disons que si au sein d'une génération, il commence à y avoir aussi une prise de conscience, après, j'imagine que c'est quand même un peu plus facile pour les suivantes. Donc ouais, c'est long mais mais c'est utile. Et est-ce que tu de nouveaux projets encore, liés au trail, ou autres d'ailleurs que tu souhaites accomplir dans les prochaines années? Non, j'ai pas de projet, si ce n'est, bah, justement essayer de rassembler, autour du thème, du sport propre et du sport, respect, en fait, hein. Donc ça, je pense que c'est vraiment, ce vers quoi, je vais travailler, sur, les années, futures. Essayer de rassembler sur ces thèmes-là pour montrer que c'est important, que le trail, ce soit un sport, propre et puis, éthique aussi, au niveau, de l'environnement en particulier. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important, il faut que tout le monde mette sa contribution. Donc, ça me plairait de créer, un mouvement, de rassemblement, un mouvement ensemble en fait, où,
tout le monde pourrait, adhérer. Donc après, voilà, à charge de voir qu'est-ce qu'on met dans ce mouvement, mais j'aimerais vraiment impulser ça et donc ça, c'est ce vers quoi, je vais m'attaquer, dans les mois et années qui viennent et pour, montrer, une direction quelque part, hein, pour que, voilà, l'éco-responsabilité, c'est l'avenir, en fait et l'éco-responsabilité, c'est très vaste, en fait. Dedans, il y a le dopage, mais il y a aussi le sociétal. On est quand même, responsable aussi du fait que dans notre société, il y a des gens, qui puissent pas pratiquer, le sport et le trail. On doit aussi les épauler, donc ça revient au sujet, féminin qui est bon, bien sûr, pour moi une priorité et c'est aussi, éco-responsable, c'est la nature, voilà donc c'est vraiment un sujet vaste et je pense que, tout le monde va être, enfin je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront intéressés pour rejoindre ce mouvement et après voilà, c'est une force de proposition qui peut arriver et qui peut intéresser aussi des gens jeunes. Il faut montrer que le trail il est pas hors sol, qu'on est engagé et qu'on est engagé, à titre de citoyen aussi. Ah ouais, bah, super projet. Et pour terminer, j'ai une question traditionnelle, quel conseil est-ce que tu donnerais aux auditrices, soit qui sont déjà traileuses, soit qui hésiteraient à se lancer, une un conseil ou un message à leur faire passer? Allez-y, foncez, découvrez, découvrez les chemins, découvrez, l'ambiance d'une compétition, sur chemin. Je pense qu'il faut vraiment pas se mettre de limites. Commencez petit si ça vous fait peur hein, et après, ça viendra tout naturellement, de faire plus ou pas. Voilà, faites selon aussi, votre feeling. Écoutez votre corps, écoutez votre feeling et pour que ce soit, votre liberté, qu'elle soit aussi, dans le sport, je pense que c'est vraiment important et donc voilà, je pense que là, il faut vraiment pas se mettre de limites. Là, c'est nos limites, en fait. Trop chouette. Et ben, merci beaucoup Odile, pour, tout ce partage, c'était super intéressant et à bientôt.